Monsieur Jean-Philippe Labrèze, qui représente donc le collectif des médecins et des citoyens contre les traitements dégradants de la psychiatrie. Monsieur, notre réunion d'aujourd'hui n'est pas ouverte au public et un compte-rendu en sera publié avec le rapport. Monsieur Labrèze, d'abord, me confirmez-vous que vous avez donné votre accord pour que cette audition fasse l'objet d'une captation vidéo? Alors, je ne vous avais pas répondu, mais je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord? Et pour que cet enregistrement soit éventuellement, par la suite, accessible sur le site du Sénat? Pas de problème. Pas de problème non plus. Donc, je précise à votre attention que notre commission d'enquête s'est constituée à l'initiative de monsieur Jacques Mézard, qui est à ma droite, et qui est notre rapporteur. C'est une position géographique. Je vais maintenant, donc, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander, monsieur, de prêter serment, en vous rappelant toutefois, mais c'est juste pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Labrèze, donc, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Monsieur, on a un petit problème d'abord, on vous adresse nos excuses. Les auditions qui vous ont précédé ont été beaucoup plus longues que prévu. Ensuite, je voudrais dire à nos collègues que monsieur Labrèze a un avion à 21h, qui doit être donc à Orly au plus tard à 20h30, puisqu'il a fait un pré-enregistrement, mais qu'il faudra quand même le libérer vers 19h20, dans la mesure où on doit quand même compter avec les embouteillages entre ici et Orly. Je crois que c'est Orly-Ouest. Absolument, oui. Donc, ce que je vous propose aussi, ce que j'ai proposé à M. Labrèze, c'est étant donné le court temps pendant lequel nous allons essayer de le questionner. Il va essayer de nous parler et nous allons essayer de le questionner. Je lui ai proposé aussi de nous faire quelques écrits qu'on mettra sur le rapport avec son accord, évidemment. Et il était d'accord pour le faire. Donc, avec toutes nos excuses, vous avez le droit de parler 5 minutes et ils ont le droit de vous questionner 20 minutes. Bon, alors je vais être bref, donc je vais essayer d'être concis en fait, parce que l'action du collectif est une action complexe en fait, dans un environnement complexe. La première chose que je voudrais dire très directement, c'est par respect pour toutes celles et tous ceux, médecins et non médecins qui ont associé leur nom à l'action du collectif, et parce que je réponds moi aujourd'hui à une convocation d'une commission d'enquête concernant l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, que le collectif des médecins et des citoyens contre les traitements dégradants de la psychiatrie n'a rien d'un mouvement à caractère sectaire. C'était important pour moi de le préciser, encore une fois, eu égard à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'action du collectif. Ceci étant dit, donc, le collectif en fait a été créé en 2005 dans un contexte très particulier. L'INSERM venait de rendre un rapport qui était un rapport sur les troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent. C'était un rapport qui nous a semblé extrêmement préoccupant. On est dans un pays où plusieurs milliers d'enfants, alors les chiffres sont variables, il est difficile d'avoir des statistiques précises, mais on peut considérer que 20 à 25 000 Français, petits Français, enfants français consomment de la Ritaline. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Et un rapport dans lequel on pouvait lire donc la nécessité de dépister au plus tôt des troubles des conduites avec le caractère bien évidemment éminemment subjectif que revêt cette notion de troubles des conduites, et lire dans ce même rapport que en cas de dépistage de troubles des conduites, il deviendrait nécessaire de mettre en œuvre une psychothérapie, et en cas d'échec de cette psychothérapie, de mettre en œuvre des traitements médicamenteux lourds du type méthylphénidate, Ritaline ou neuroleptique. Les médecins et les citoyens qui se sont saisis du problème et qui ont souhaité le poser ont agi, je pense, avec une responsabilité totale et avec une conscience totale de la gravité de la situation. Voilà, donc c'est ce qui a conduit à la création de ce collectif. Je ne débattrai pas ici parce qu'on n'en a pas le temps, mais des raisons pour lesquelles, en fait, l'INSERM a rendu un rapport aussi critiquable, tant sur la forme que sur le fond. D'ailleurs, bien avant, plusieurs mois avant que d'autres associations ne se saisissent du problème et alertent l'opinion publique, et d'ailleurs conduisent l'INSERM à repenser radicalement ses méthodes de travail. Nous avions, nous, déjà au sein du collectif, posé, je pense, avec l'acuité nécessaire le problème. J'avais moi-même personnellement participé à un colloque dont le thème était
les enfants européens, un nouveau marché pour la pharmacie, pour l'industrie pharmaceutique, nos enfants en danger, parce qu'il y avait là, encore une fois, des vies qui étaient menacées. Et je reviendrai rapidement là-dessus, ce que j'entends par des vies menacées lorsqu'on parle de prescription de Ritaline, donc d'un dérivé amphétaminique à des enfants. Voilà, ceci étant précisé, que dénonçait en fait concrètement le collectif? Pour quelles raisons ce collectif donc voilà, s'est mis en mouvement? Peut-être rappeler le contexte, l'environnement dans lequel ce collectif s'est créé. Il y a selon nous un problème qui est un problème majeur, c'est de voir ce que je qualifierais de tandem. Ce que j'entends par tandem, c'est d'un côté la psychiatrie biologique, de l'autre côté l'industrie pharmaceutique, de voir ce tandem depuis des décennies rétrécir régulièrement, systématiquement, consciencieusement le champ du normal pour faire rentrer, j'allais dire, pour coller une étiquette de trouble mental sur un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens. Un chiffre quand même édifiant, profondément inquiétant à mon sens, c'est que dans la Bible de la psychiatrie, le DSM, la première version, le DSM-1, en 1952, il y avait 112 troubles mentaux. Dans la quatrième version de ce DSM, en 1994, il y en avait 374. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, avec cette restriction consciencieuse du champ du normal, eh bien, on se retrouve avec l'inévitable, c'est-à-dire de plus en plus de nos concitoyens qui se trouvent qualifiés de malades mentaux, bien sûr avec le corollaire immédiat, c'est-à-dire la prescription des psychotropes censés résoudre les problèmes. Donc ça, à notre sens, c'est un danger majeur que courent nos concitoyens et c'est un des points sur lesquels le collectif a voulu insister particulièrement. Voilà, un autre point important, mais j'allais dire c'est un problème qui se pose encore une fois avec une acuité toute particulière puisque la justice vient de mettre en examen, alors mise en examen bien évidemment ne signifie pas culpabilité, mais le professeur Alexandre, dans le cas du Mediator. Ce qu'il faut également comprendre aussi, c'est que cette inflation des diagnostics psychiatriques, elle fait intervenir un facteur essentiel, à mon sens, qui est, n'ayons pas peur des mots, la corruption. C'est-à-dire que je pourrais vous citer un certain nombre d'exemples, mais je disais tout à l'heure que la Bible de la psychiatrie, c'est le DSM, et vous le savez. Bien évidemment, lorsqu'un diagnostic est validé aux États-Unis, il passe sans difficulté les frontières et il est admis unanimement, très facilement en France. Et bon, le temps manque, mais je voudrais peut-être revenir dans le rapport de 2002 de l'INSERM, qui s'appelle « Dépistage des troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent », étaient cités les travaux d'un psychiatre suédois qui s'appelait Gillberg. Gillberg, c'était un monsieur qui avait découvert, mais je devrais dire inventé, un syndrome qui s'appelle le DAMP. C'est le déficit de l'attention et moteur et de la perception. C'est un monsieur qui a été condamné très lourdement par la Cour suprême administrative de Suède. Son pourvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme a été rejeté, tout simplement parce qu'il avait falsifié totalement ses travaux. Et lorsqu'il a été sommé par la justice de produire ses travaux, à la demande d'associations, il les a tout simplement détruits. C'est-à-dire que pendant 3 jours, des collaborateurs ont travaillé jour et nuit pour détruire les travaux. Donc il a été lourdement sanctionné pour ça, mais il fallait quand même comprendre que ces travaux ont servi en partie de support à l'INSERM pour rendre son rapport de 2002 sur les dépistage des troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent. Je pourrais vous citer comme ça de nombreux exemples. Un autre peut-être qui me semble particulièrement édifiant, c'est le cas de Biderman. C'est un professeur de psychopharmacologie pédiatrique qui a encaissé la bagatelle d'1,6 million d'euros de la part des laboratoires pharmaceutiques. Et c'est un monsieur qui n'a fait rien de moins que de populariser ce qu'on appelle le trouble bipolaire chez le nourrisson. C'est-à-dire que grâce à ce monsieur, aux États-Unis, dès l'âge de 2 ans, des nourrissons se voient mis sous neuroleptiques parce qu'ils ont été diagnostiqués bipolaires. Et je trouve ça, personnellement, je suis père de 2 enfants, profondément dramatique, profondément alarmant. Et c'est un des points également sur lequel le collectif se tenait d'insister. Peut-être un autre exemple, et le dernier, parce que je pourrais continuer comme ça longtemps, c'est celui de Nemerov, qui est l'un des pères du DSM, qui lui a encaissé la bagatelle de 15 millions de dollars de la part de l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc tout à l'heure je parlais de ce tandem psychiatrie biologique, industrie pharmaceutique, comme étant vraiment à l'œuvre pour, encore une fois, faire peser une chape sur les sociétés, promouvoir largement des troubles mentaux qui sont inventés et
c'est un point qui mériterait bien évidemment d'être largement développé. Voilà, donc ça c'est pour poser le contexte, l'environnement, et voir pourquoi nous sommes confrontés, nous, à cette, une statistique que vous connaissez bien évidemment, le fait que la France soit le leader européen, si ce n'est mondial, il arrive au 2e plan derrière les États-Unis de la consommation de psychotropes. Voilà, qui est bien entendu une statistique profondément alarmante. C'est peut-être pas de la faute des psychiatres, là, par contre. Et en fait, alors là, je vous invite à lire ce que dit... tenez, peut-être c'est intéressant, ce que dit par exemple le professeur Béraud, qui était le vice-président de la commission de transparence de l'AFSAPS. Lui disait en fait simplement ceci. Donc je pense que c'est quelqu'un à qui on peut accorder du crédit. Et il disait, hop là, excusez-moi, je trouve ça, voilà. Alors, il préfaçait un livre, en fait, qui était le livre de Guy Hunier, qui était donc Antidépresseur, la grande intoxication, ce que 5 millions de Français ne savent pas encore. Et le professeur Béraud disait ceci. Le nouveau livre de Guy Hunier est plus qu'une brillante, implacable et rigoureuse dénonciation des mensonges des industriels, des médecins leaders d'opinion et des agences du médicament qui ont fait des antidépresseurs des produits miraculeux prescrits à des millions de malades par des dizaines de milliers de médecins, mystifiés par les publications des laboratoires pharmaceutiques et dupés par les affirmations des visiteurs médicaux. Ce livre est en effet une recherche approfondie des raisons pour lesquelles des millions d'hommes et de femmes consomment chaque jour, durant des mois ou des années, des produits qui ne sont médicalement efficaces que pour une très faible minorité d'entre eux, mais qui peuvent les conduire au suicide et qui nuisent à leur santé en les exemptant de rechercher les causes profondes de leur mal-être. C'est quelqu'un qui savait ce dont il parlait, bien évidemment, puisque, donc, je vous le disais, il s'agit du professeur Béraud, ancien vice-président de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prescrivait des psychotropes. Je vais passer la parole à mon autre rapporteur, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en fait, peut-être très, très rapidement, parce qu'encore une fois, je n'aurai pas le temps de développer l'ensemble des problèmes que je voulais soulever. Voilà, donc, peut-être je voulais revenir très rapidement sur, je parlais à l'instant de la Ritaline. Un autre point qui nous semble fondamental pour nous, membres du collectif, c'est que le législateur a souhaité inscrire dans le Code de la santé publique 2 dispositions qui nous semblent majeures, qui sont les articles 1110 alinéa A5 et 1111 alinéa 2 du Code de la santé publique, qui disposent en fait très rapidement, pour les résumer, que quand un patient s'adresse à un médecin, va solliciter son aide, la responsabilité, le devoir du médecin, c'est de l'informer de l'existence d'éventuelles alternatives thérapeutiques, de lui donner très précisément et très consciencieusement, en utilisant des données conformes à la science, le mettre en garde contre les effets graves ou fréquents, normalement prévisibles, concernant les traitements qu'il va lui administrer. Alors, ce que je peux vous dire, c'est chaque fois qu'il m'a été donné de parler à des parents dont les enfants avaient été mis sous Ritaline, jamais, je dis bien jamais, les parents n'avaient entendu que c'était un produit stupéfiant qui appartenait au tableau 2 de la Convention des Nations Unies sur les produits stupéfiants et psychotropes, que c'était un produit qui avait causé des dizaines de décès par arrêt cardiaque. Et je vous renvoie à l'intervention du docteur Bogman devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui disait qu'entre 1980 et 1990, officiellement, 186 enfants étaient décédés des effets secondaires de la Ritaline. J'ai vu défiler les parents devant le Congrès des États-Unis avec la photo de leur enfant. Quand on les autopsie, ils ont des cœurs de cocaïnomanes. Et ce sont des gamins. Pendant 2, 3, 4, 5 ans, ils ont juste pris de la Ritaline, un dérivé amphétaminique. Donc ça, c'est une tragédie. Et moi, je dis, et nous, les membres du collectif, disons, que quand un parent doit se déterminer sur le fait de savoir s'il accepte ou non qu'un médecin prescrive de la Ritaline à son fils ou à sa fille, il a le droit, parce que c'est le devoir du médecin, de savoir que c'est un peu la roulette russe, que ça peut se passer plus ou moins bien pour son enfant et que ça peut se passer très mal pour son enfant. Or, encore une fois, je le dis, personnellement, et j'ai vu plusieurs parents dont les enfants avaient été mis sous Ritaline, ça n'avait jamais, jamais été dit. Donc ça, c'est un point qui nous semble fondamental, parce qu'encore une fois, ça contrevient à 2 dispositions essentielles du Code de la santé publique. Et ça contrevient d'ailleurs à un autre décret, le décret 2012-855, qui a été adopté de mémoire en juillet 2012, et qui, dans son article 5, revient sur une notion fondamentale qui est celle de consentement éclairé.
quand un patient ou les parents d'un patient doivent se déterminer sur le fait de savoir s'ils veulent qu'on administre un traitement à leur enfant ou qu'on leur administre à eux-mêmes un traitement, s'ils doivent ou s'ils peuvent ou s'ils doivent être en mesure de se déterminer ou de donner un consentement éclairé, ça ne peut se faire que s'ils ont reçu les bonnes informations. Sinon, bien évidemment, ils ne sont pas en mesure de donner un consentement éclairé. Voilà. Alors, il y a vraiment de nombreux points sur lesquels dont j'aurais souhaité vous entretenir, mais peut-être, je voudrais en fait donner la parole, non, malheureusement, mais citer le professeur Zarifian, qui disait une chose qui me semblait particulièrement édifiante et intéressante. Voilà, je pourrais peut-être une chose importante, si quand même, avant de citer le professeur Zarifian. Dans le cadre de l'action du collectif, j'ai personnellement saisi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui, le professeur Sicard, à l'époque où il était président du comité consultatif national d'éthique, sur un problème qui nous apparaissait là également majeur, qui était la sismothérapie, les électrochocs. Les gens pensent souvent, parfois même des médecins d'ailleurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, que c'est une pratique d'un autre âge. Pas du tout. Des milliers de patients en France chaque année reçoivent des électrochocs. Et j'avais d'ailleurs, sur la base de la saisine du collectif, le professeur Sicard avait créé un groupe de travail sur la sismothérapie, dont le responsable était le professeur Beloussif. J'avais personnellement fait le nécessaire pour qu'un professionnel, un expert étranger qui est le professeur Breguin, qui intervient dans beaucoup de procès aux États-Unis, parce que c'est un expert reconnu comme tel, soit entendu par le comité de travail sur la sismothérapie. Et puis ça ne s'était pas fait. Donc en fait, la conclusion de ce comité avait été celle qu'on entend et qui revient régulièrement, c'est que les électrochocs, ma foi, c'est pas trop mal. Eh bien, personnellement, je pense que les électrochocs, c'est une tragédie. Le fait qu'on en fasse encore dans ce pays, c'est une tragédie. Et je pense que là, encore une fois, quand les patients ou les familles de patients donnent leur accord pour qu'on administre de la sismothérapie, ils le font en méconnaissance des effets délétères profonds de cette technique. Monsieur, on va donner la parole aux collègues, parce qu'après, ils vont m'en vouloir. Voilà. Peut-être une dernière chose, si vous voulez, c'est vraiment citer le professeur Zarifian, parce que je pense que ça peut éclairer. Voilà, et c'est très bref, hein, et puis ensuite, j'en aurai fini, parce que, bien évidemment, je ne peux pas... Donc, professeur Zarifian disait ceci. Hop, hop. Ah, attendez, c'est ici. C'est page 12, ah voilà, c'est là. Hop. Voilà, il disait ceci. La psychiatrie est ce que la société en fait. Plus précisément, c'est l'idéologie dominante d'une époque qui est responsable des représentations que suscitent les troubles psychiques. Aujourd'hui, la médecine, la science et leurs alliés, la pharmacie, ont annexé les débordements psychiques et les troubles du comportement. La santé a remplacé le salut, disait Michel Foucault. S'en trouve-t-on mieux pour autant? Tout est-il définitivement réglé et l'image de la psychiatrie en est-elle grandie? On peut s'interroger. Néanmoins, la société y trouvant son compte, à de multiples égards, on est passé progressivement du traitement des troubles psychiques, qu'il est impératif d'alléger, à la médicalisation systématique de la simple souffrance psychique existentielle. Or, celle-ci, parce qu'elle est le propre de l'homme, mérite d'être respectée. Lui utilisant l'alibi de diagnostic artificiel, son gommage systématique par des moyens chimiques est un génocide de l'esprit humain. Dixit professeur Zarifian. Monsieur